C'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur d'être avec Dominique Breillat aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, Dominique, vous n'avez jamais été député européen. Vous parlez du député européen comme si vous aviez fait un long stage au Parlement européen. Et c'est bien, parce que c'est vrai qu'en France particulièrement, et je ne renie pas ma nationalité, mais je me bagarre contre cela au Parlement européen, en France particulièrement, nous ne savons pas faire cette pédagogie de l'Europe comme on devrait la faire. Je suis arrivée au Parlement en juillet 2004. Depuis, hélas, j'ai vécu avec beaucoup de ministres ou de secrétaires d'État aux affaires européennes. Et depuis les 2 dernières années, nous en sommes au 3e. C'est pour vous dire que la stabilité des dossiers européens au niveau national, c'est difficile. Et on a besoin de temps pour autant. Eh bien, quand je suis arrivée, et au fur et à mesure de ce que je vivais au Parlement européen, tout gouvernement et toute tendance confondue, j'ai répété, j'ai rabâché à nos ministres qu'il fallait faire de la pédagogie sur les grands médias nationaux, notamment les télévisions, puisque beaucoup regardent la télévision. Je donnais l'exemple de l'Espagne, que je connais bien, où tous les mois, sur la chaîne publique, à l'heure du dîner, dans les familles, on a tous les mois une demi-heure de pédagogie sur l'Europe dans les 17 grandes régions, les autonomies espagnoles. Et cette émission s'appelle « Ce que l'Europe apporte à votre région ». C'est extrêmement simple, extrêmement pédagogique, avec les fonds qui arrivent en Europe, enfin dans les régions, que ce soit le fonds pour le développement régional, que ce soit le fonds social qui intervient au niveau de la réinsertion et des difficultés que peuvent vivre les gens, eh bien c'est très pédagogique. Il y a des images, il y a des témoignages de citoyens espagnols. Et j'ai été très étonnée quand en 2005 je suis allée faire la campagne dans le fin fond de l'Andalousie sur la Constitution européenne, de voir que les citoyens espagnols connaissaient beaucoup mieux et quasiment aussi bien que moi, par exemple, la Charte des droits fondamentaux. Voilà, on a un gros retard. Et on a un gros retard qui est d'autant plus, à mon avis, inquiétant. Je lisais hier dans le Nouvel Observateur des prochaines élections, 59% de nos concitoyens français pensent que l'Europe aggrave les effets de la crise. Et que seulement 24% pensent que l'Europe protège. Alors, moi, je vais essayer de vous démontrer que l'Europe, effectivement, elle peut protéger. Et elle peut être positive. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Je retiens tout de même vraiment le train que je prends régulièrement, le train Alzheimer, parce que c'est vrai que je râle tout le temps contre le fait que y compris nos ministres et nos gouvernants se défaussent sur l'Europe parfois en disant c'est la faute de Bruxelles. Pour moi, je dis Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, qu'est-ce que c'est d'autre? Mais effectivement, Bruxelles, c'est la Commission. Et la Commission, c'est le diable. N'exagérons rien, je vais vous démontrer qu'on peut très bien travailler avec la Commission européenne pourvu que le parlementaire fasse son travail. Alors c'est vrai que c'est 70% à peu près des normes et des règlements européens qui s'appliquent dans notre vie quotidienne. Alors le rôle du parlementaire, eh bien, c'est exactement justement de défendre le citoyen dans sa vie quotidienne. Moi j'ai été élue locale, adjointe à la mairie avec Jacques Centraux. Je dois vous dire que je n'ai jamais oublié le local dans ce mandat qui est extrêmement global. Mais la globalité des décisions qui sont prises, vous pouvez le ressentir pourvu qu'on vous l'explique. Vous pouvez le ressentir dans votre vie quotidienne. Alors, à partir des dossiers, de quelques dossiers sur lesquels j'ai travaillé, je vais vous montrer à quel point c'est important. Alors, avant de parler des dossiers, un parlementaire qui veut faire son travail, et c'est là que, Dominique, on peut avoir une discussion, la liste nationale ou la liste de la circonscription. Moi, j'ai été à fond pour les listes circonscriptions. Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes. Parce que je ne connaissais pas vraiment le travail du parlementaire européen.
Le parlementaire européen qui veut vraiment influer la législation européenne, donc la vie quotidienne des citoyens, il faut qu'il soit 4 jours par semaine, tout le temps, au Parlement européen. À Bruxelles, 3 semaines par mois. Moi, je pars le lundi, je prends le train Alzheimer, je reviens le jeudi, je reprends le même train. 3 semaines à Bruxelles, 2 semaines où nous travaillons les dossiers dans les commissions parlementaires, 1 semaine où nous travaillons en groupe politique européen au niveau des 28 pays pour fixer les stratégies, les objectifs et les points de détail aussi dans certains dossiers, nos votes. Donc ça c'est important. Et la dernière semaine, bien entendu, on vote à Strasbourg les textes que nous avons travaillés parfois 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois, parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est là. Évidemment, certains députés parlementaires ne viennent qu'à Strasbourg voter les textes que d'autres ont pu travailler en commission. Pourquoi ils viennent à Strasbourg? Parce que si on ne vient pas à Strasbourg, on n'a pas notre indemnité, ou une partie de l'indemnité est enlevée. Ça aussi, il faut le dire. Et alors, on a le parlementaire qui ne fait pas son job, il n'est pas au courant, parce que quand on vient à Strasbourg et qu'on a beaucoup de dossiers, beaucoup de votes très compliqués, si on n'a pas suivi les dossiers, on peut voter n'importe comment. Et je vais vous donner, sans citer le nom, il y a un mois, l'extrême gauche française et l'extrême droite française ont voté la même chose sur un dossier qui est quand même fondamental, la lutte contre les paradis fiscaux. Et il se trouve que nous avons un député français qui n'est jamais là, mais qui est très médiatique, qui a été très choqué de son vote, forcément, puisqu'il défend le contraire en France, sur tous les trottoirs et toutes les estrades. C'est tout de même assez fort. Et ça, je tiens à le dire, vous reconnaîtrez forcément de qui il s'agit. Bon, alors moi, je suis beaucoup moins médiatique, c'est vrai. Mais ceci dit, j'ai conscience d'avoir bien travaillé quand même. Avec les erreurs, on en fait aussi. Ceci dit, quand je suis arrivée au Parlement européen, le premier texte que j'ai eu, parce que je n'ai pas choisi ma commission, on m'a donné la commission du marché intérieur, protection des consommateurs, j'avais demandé emploi et affaires sociales. Je suis arrivée en marché intérieur, premier texte, directive Bolkestein. Beau texte. Je l'ai lu, moi qui n'avais jamais fait de droit. Alors c'est vrai que j'ai l'avantage de parler plusieurs langues, c'était bien pour travailler avec les autres. Je n'avais jamais fait de droit, je l'ai lu 11 fois avant de comprendre vraiment ce qu'il y avait dans ce texte et de voir les dangers de ce texte. Et tout de suite, je suis rentrée dans le vif du sujet et avec les parlementaires socialistes, sociodémocrates des autres pays, et notamment Evelyne Gebhardt, qui était la coordinatrice du groupe en marché intérieur, nous nous sommes attelés à ce texte pour lutter contre ce qui est votre vie quotidienne, c'est-à-dire sortir surtout tous les services de santé, de culture, d'éducation, entre autres, du système marchand. La santé n'est pas une marchandise, l'éducation n'est pas un produit, la culture non plus. Donc on a lutté pendant des mois contre cette droite qui veut que tout soit marchand, tout soit produit. Il faut que vous sachiez aussi que quand les nouveaux pays de l'Est notamment sont rentrés dans l'Union européenne, ils avaient une autre vision. Bien sûr, ils ont une autre histoire que nous. Ils ont une culture différente, ils ont des vécus douloureux pour la plupart. Et quand j'ai travaillé sur les soins de santé, sur un autre dossier, les soins de santé transfrontaliers, le texte de la commission était terrible aussi, en ce sens qu'il y avait vraiment une santé à 2 vitesses, qui était dans le texte. Si vous étiez riche, vous pouvez aller vous faire soigner dans un autre pays sans problème, sans autorisation de votre caisse de sécurité sociale, ce qui était le drame dans nos systèmes de protection sociaux en Europe. Et bien, y compris dans notre groupe politique, ces sociodémocrates me disaient: Bernadette, on ne peut pas suivre ta ligne, il faut laisser le marché faire. Il faut ouvrir les frontières. Je ne suis pas contre, bien sûr, mais le marché, il ne se rendait pas compte. Et là, je me suis rendu compte. Et c'est là que le parlementaire européen a besoin d'être là tout le temps. Et surtout, j'ai appris quelque chose. J'ai appris la patience. La tolérance, bien sûr, mais la patience. Parce que j'ai mis 6 mois à les convaincre.
Et le fait, l'histoire avançant, le marché avançant aussi chez eux, ils se sont très vite rendus compte des dérives terribles que pouvait produire le marché. Et un an après, ils m'ont dit, Bernadette, on vote avec toi les yeux fermés. C'est ça aussi l'évolution. Et le parlementaire européen que je suis, alors moi je peux vous dire que c'est le plus beau mandat que j'ai accompli, parce que j'ai appris tous les jours. Tous les jours, on apprend des autres, ces histoires différentes, ces vécus différents, cette culture différente, ces langues différentes. Toutes ces différences font qu'on est beaucoup plus riche et que tous les jours on apprend et qu'on se rend compte qu'on ne sait rien et qu'on n'a pas toujours raison. Et c'est comme ça qu'on travaille. Mais vous comprenez à quel point il est important d'être présent, de parler, de dialoguer, d'écouter les autres, de s'imprégner de tout ce qu'ils ont en eux, qui n'est pas forcément ce que vous pensez. Mais pour ça, c'est l'intérêt général. Donc on est obligé de tenir compte de cela. Dominique l'a dit, l'intérêt général, il prime au niveau européen. C'est là la différence. Il y a bien entendu des notions de partis politiques fortes, il y a des différences. Je ne vote pas comme Elisabeth sur certains dossiers, heureusement, et elle doit dire la même chose pour moi, mais nous avons aussi sur certains dossiers des visions communes parce que c'est l'intérêt général. Et c'est très difficile de concilier l'intérêt entre des cultures nordiques, des cultures du Sud, des cultures de l'Est et des cultures de l'Ouest. Et y compris avec les Britanniques, on arrive aussi quelquefois à les inclure dans notre réflexion et notre démarche. Pour cela, il faut discuter des semaines et des mois. Alors, je vous parlais de la directive service. Le deuxième texte, ça a été le règlement. Alors, le règlement qui s'applique automatiquement le mois qu'il est voté. Le règlement REACH, qui imposait à toutes les industries chimiques européennes de transformer des produits très nocifs qui étaient lancés dans l'atmosphère en produits beaucoup moins nocifs. On leur avait donné 11 ans. Il a fallu travailler d'arrache-pied pour gagner ce dossier aussi qui était fondamental pour l'environnement et la santé. Et là, je peux vous dire, il y a aussi quelque chose qui est important au niveau du Parlement européen. On est littéralement parfois harcelé par les lobbyistes. Les lobbyistes. Alors, les lobbyistes, c'est toujours, dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours négatif. Là encore, c'est le diable. Moi, j'ai travaillé depuis 10 ans avec ce que j'appelle les bons lobbyistes. Il y en a, et les mauvais. Alors, les mauvais, pour moi, ce sont les lobbyistes qui défendent un intérêt particulier. Les industriels chimiques défendaient la possibilité de continuer à polluer l'atmosphère et de faire que les cancers augmentaient, etc. C'était leur intérêt financier. Les bons lobbyistes, quand j'ai travaillé, je vous le dirai tout à l'heure, la carte professionnelle européenne, l'harmonisation des qualifications professionnelles, il m'a bien fallu consulter, au niveau des 800 professions dans l'Europe, il m'a bien fallu consulter les spécialistes représentants de ces ordres des professions. Je ne connais pas tout, au loin de là, et je ne connais encore pas tout. J'ai travaillé beaucoup sur les services publics et sur les droits du travail, parce qu'il y en a quand même dans le marché intérieur, c'est pas uniquement la Commission emploi et affaires sociales, avec les syndicalistes européens. C'est important, ils défendent l'intérêt général. Ils essaient d'être au-dessus de leur chapelle, beaucoup plus peut-être que les syndicats français. Donc, voilà comment on travaille. Alors, sur ce règlement REACH, on a été très sévère et très strict. Là encore, et je crois que les parlementaires européens n'ont pas cédé aux pressions commerciales, financières et marchandes, malgré le fait que le Parlement européen est à droite. Il y a une sensibilité libérale. Pourquoi? Parce que, dans ces cas-là, et c'est là que c'est important de connaître des langues, on va chercher, puisque nous n'avons pas, nous, le Parti socialiste démocrate européen, nous n'avons pas la majorité au Parlement européen, nous allons chercher dans d'autres groupes les voix qui peuvent faire la différence pour que le vote soit positif. Moi, j'ai travaillé très bien, Dominique a cité Yannick Jadot, j'ai très bien travaillé avec Yannick Jadot. Nous avons souvent, et sur REACH notamment, nous avons eu la même vision, les mêmes votes. Sur les libéraux, qui représentent en gros le MoDem et l'UDI,
on peut trouver aussi des votes favorables à notre position, y compris au PPE, le Parti populaire, le plus à droite, enfin je ne parle pas des extrêmes, là, attention. Eh bien, on peut trouver des voix ensemble. Et c'est là la différence avec un Parlement national. C'est que nous sommes toujours en relation les uns avec les autres et que nous essayons toujours de dire quel est l'intérêt général du citoyen européen avant de penser national et avant de penser en raison de son propre parti politique. Alors, c'est vrai que je déplore, moi personnellement, sur des grands sujets comme l'élection du président de la Commission, et je vous assure qu'ils le regrettent parce qu'ils me l'ont dit plusieurs fois, parce que je suis toujours avec eux, c'est normal, je parle leur langue. Les Espagnols socialistes et les Portugais socialistes ont voté en 2009 pour la réélection de Juan Manuel Barroso. Et pendant 5 ans, on a toujours continué la dérive libérale qui était contre ce que les citoyens européens nous lançaient comme appel. Eh bien, ils ont voté pour Barroso. Pourquoi? Les socialistes. Parce que Barroso était portugais. Parce que Barroso était de la meseta ibérique, et qui pouvait effectivement, pensait-il, défendre plus l'intérêt de l'Espagne et du Portugal. Ils n'avaient pas compris. Ils le regrettent. J'espère qu'ils ne recommenceront pas. On a parlé aussi de la haute représentante, je crois que quelqu'un en a parlé, Madame Ashton. Et là, je dois vous dire que là aussi, nos partis politiques ont vraiment des responsabilités. Parfois, ils sont incohérents. Je dois le dire. Pour Madame Ashton, haute représentante au niveau de l'Union européenne, au niveau des affaires étrangères. Moi, j'étais ravie qu'on crée ce poste. Je me suis dit, enfin, peut-être que les Américains trouveront le numéro de téléphone de l'Europe. Enfin, on aura une seule voix. Nous avons auditionné Madame Ashton. Une demi-journée d'audition. On l'a auditionnée 4h30. Je dois vous dire que Madame Ashton est britannique. Elle est socialiste. Et elle est femme. Au bout de 4h30, j'étais absolument atterrée. Atterrée, je dis bien. Je voyais bien qu'elle n'allait pas pouvoir occuper ce poste. Et on m'a dit, Bernadette, en groupe socialiste, Bernadette, comment peux-tu dire que tu ne peux pas voter pour Madame Ashton? Elle est socialiste et elle est femme. Tu dois voter pour elle. Sous prétexte que j'avais défendu les femmes dans toute ma carrière politique, et y compris au Parlement européen, l'égalité hommes-femmes, parce que j'étais dans la commission égalité hommes-femmes, égalité des genres, et que j'étais socialiste, il fallait que je vote pour Madame Ashton. Nous avions d'autres candidates. Nous avions, entre autres, Madame Guillou. Eh bien, je n'ai pas voté pour Madame Ashton, et je ne l'ai jamais regretté. Alors, la législation sur lesquelles j'ai travaillé beaucoup, dont vous avez beaucoup entendu parler, l'étiquetage alimentaire. Sur l'étiquetage alimentaire, texte proposé par la Commission, nous avons quasiment tout réécrit. Et sur l'étiquetage alimentaire, j'ai passé des semaines, des mois, puisque j'étais responsable pour le groupe socialiste. Et là, les lobbyistes de l'agroalimentaire, j'en garde des super souvenirs, je peux vous le dire. Le jour où ils m'ont dit, alors ils ne savaient pas que j'avais été intendante de collège et que j'avais fait des commandes de produits, de légumes, de produits surgelés et de conserves. Le jour où ils m'ont dit, mais madame, vous nous demandez de mettre sur nos petits cartonnages qu'on va mettre dans les rayons des surgelés et sur nos boîtes de conserve, l'origine au moins des 3 produits clés. Mais on ne peut pas le faire. Je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Et je me suis entendue dire, alors écoutez bien, vous êtes tous assis, nous ne savons pas, quand nous faisons nos emballages, ce que nous allons mettre dedans. Écoutez, vous avez bien écouté. Donc, je leur ai imposé de changer leur méthode, même si ça coûtait un peu d'argent. Et c'est comme ça que nous avons réussi une petite amélioration au niveau de l'étiquetage alimentaire. Au moins maintenant, vous savez l'origine de certains produits.
même si c'est pas parfait, je vais vous dire pourquoi. Vous savez aussi, par exemple, que le ketchup n'a plus de sucre. Ça, c'était une petite bataille, puis je trouvais que c'était important quand on connaît les adolescents qui mangent du ketchup aux frites et non des frites au ketchup. Le mélange de graisse et de sucre étant mortel et pour la santé quand on arrive à un certain âge. Bon, on les a contraints. Alors on a perdu le vote. Moi j'ai perdu le vote sur les produits comme la moussaka, les lasagnes, etc. Parce qu'on avait demandé que tous les produits, et notamment les 5 premiers, soient dans les produits transformés, soient marqués au niveau de leur origine. Si c'est du bœuf qui vient d'Irlande, ça devait être marqué, etc. Et nous avons perdu lamentablement le vote parce que là, on s'est rendu compte, c'est important le 25 mai, on s'est rendu compte que l'Europe libérale, y compris au niveau du Parlement européen, étant soumise à des lobbies de marché, eh bien, avait rejeté en masse ce vote. J'avais perdu lamentablement. Et peut-être que la crise de la viande de bœuf et cheval va relancer et le prochain Parlement aura à voter, et je pense qu'il va voter bien ce dossier-là. Ensuite, sur les marchés publics, il y a des élus. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. Il nous a fallu 3 ans et demi avant d'arriver à ce qu'on souhaitait. 3 ans et demi, j'étais responsable pour le groupe socialiste là aussi. 3 ans et demi pour bannir, et les élus savent de quoi je parle, là, pour bannir l'offre la plus basse. C'est important, Monsieur le Président de la région, ça va bien vous aider, hein, parce que l'offre la plus basse, c'était des produits d'aucune qualité, c'était une chaîne de sous-traitance où il n'y avait pas de droit du travail et de droit de l'environnement respectés. Donc, nous avons banni cette offre la plus basse. Nous avons permis aussi, au niveau de la sélection sur les appels d'offres, que les petites et moyennes entreprises, qui étaient souvent, parce qu'il y a énormément de papier, et il y a aussi des enjeux commerciaux derrière, elles étaient totalement exclues, puissent se grouper par lot, par petits lots, pour ensemble répondre à un marché et être éligibles. Et nous avons enfin, avec Pervenche Bérez dans la commission emploi et affaires sociales, gagné cette bataille de la sous-traitance qui a fait rage pendant 2 ans au Parlement européen. C'est-à-dire, quand il y a un gros marché, surtout dans les bâtiments publics par exemple, il y a et on en parlera tout à l'heure, parce qu'on parlera des travailleurs détachés sans doute, eh bien il y a des ouvriers qui viennent d'autres pays travailler. Et la sous-traitance, les petites entreprises qui recrutent du personnel temporaire ne correspondaient pas ni au droit du travail, ni au droit environnemental. Donc, dorénavant, c'est imposé dans la législation, ça rentre dans l'appel d'offres du marché public, et c'est obligatoire, à condition qu'il y ait les contrôles. Sur, alors, les petits textes qui sont importants pour les citoyens européens, vous avez entendu parler du roaming. Le roaming, à partir de l'année prochaine, n'existera plus. Ce sont ces frais de téléphone mobile quand vous franchissez les frontières, qu'on vous fait payer pour les SMS, pour les coups de téléphone, et à plus forte raison si vous recevez des mails, ça peut être exorbitant. Nous sommes bagarrés beaucoup aussi avec la Commission européenne là-dessus. Enfin, à partir de juillet 2015, il n'y aura plus ces frais d'itinérance. Chargeur universel, petite chose, mais tout de même, vous avez un téléphone mobile, vous avez un chargeur, vous avez une tablette, vous avez un chargeur, vous avez un mini-ordinateur, vous avez un chargeur. Vous vous rendez compte, quand vous partez en voyage, ou même quand vous êtes chez vous, vous ne savez jamais lequel est le bon. Là, il y aura un chargeur universel sur tous les appareils. Là encore, on a un peu forcé la main des fabricants, mais c'est important, c'est la vie quotidienne. Quand je me suis bagarrée sur le numéro 112, numéro d'urgence européen, qui fonctionne très bien dans certains pays, qui ne fonctionne pas du tout en France. Pourquoi ça ne fonctionne pas en France? Parce que là encore, on a un millefeuille administratif et catégoriel qui fait que, entre les gendarmes, entre les pompiers, entre les services d'urgence des hôpitaux, personne n'arrive à s'entendre et personne n'arrive à surtout dire le manche chez lui et nous on suit. Ça c'est bien français, mais il va falloir que ça change. Déjà, alors le 112, pour que ce soit sur l'ensemble du territoire européen, ça sauve quand même 4500 vies par an. Je dis bien, par
parents. Quand j'ai voulu l'imposer, c'était mon dossier aussi dans le cadre du paquet télécom. Quand j'ai voulu l'imposer aux gros opérateurs de la téléphonie mobile, oui, Orange, Vodafone, Telefonica, fin 2008, début de la crise, on m'a dit, mais on n'aura pas l'argent pour investir, madame, c'est pas possible. Or, j'avais quand même les chiffres des bénéfices réels. Sur toute l'Europe, je leur ai dit, non, arrêtez de vous moquer de moi quand même, ça va pas ça. Et bien après, ils ont essayé de contourner. Ils m'ont dit, madame, mettre le réseau partout, dans toutes les zones, comme le souhaite le traité, puisqu'il y a cohésion sociale et territoriale, ça n'est pas possible parce que nous n'avons pas la technologie pour le faire. Alors je sais bien qu'en Europe, on a méprisé beaucoup, et on pourra en reparler, les fonds sur la recherche et sur les nouvelles technologies qui peuvent créer de la croissance et de l'emploi. Je pense qu'on va rectifier, mais tout de même, au fond de la salle, un ingénieur qui avait travaillé sur Galiléo est venu me voir après, il m'a dit, Madame Vergniaud, ne vous laissez pas avoir cette technologie. Moi, j'ai travaillé dessus. Galiléo le permet. Refaites une autre réunion. J'ai refait une autre réunion avec eux. Il est venu exposer toute la possibilité. Il n'avait plus rien à dire. Bon, maintenant, le 112 est en marche pour à peu près partout, tous les pays européens. Et nous n'avons pas fini, nous, en France. Le e-call, vous savez, à partir de 2016, toutes les voitures neuves vendues en Europe auront ce système justement du e-call, qui est un système qui vous géolocalise quand vous avez un accident et qui permet des secours très très rapides et là encore, qui peut sauver 2500 vies. Coïncidence, et là je vais faire très concret, parce qu'on m'a dit de faire concret. Coïncidence, j'avais acheté une voiture d'occasion, qui est sur le parking d'ailleurs, une belle voiture, mais d'occasion, je ne savais pas que j'avais le e-call. Et j'ai eu un accident il y a un mois, juste avant le vote, aux couronneries, le soir. Et d'un seul coup, sous l'effet du choc, j'ai entendu ma voiture parler très fort. Êtes-vous blessé? Pouvez-vous parler? Et j'avais le micro. Ça fait drôle, hein? Je ne savais pas. C'était juste avant le vote, donc ça m'a permis, la semaine qui suivait, après avoir pris le train Alzheimer, d'aller motiver tous ceux qui ne voulaient pas voter dans ce sens, parce que la géolocalisation, et c'est vrai, on a mis des garde-fous depuis dans ce texte, vous permet de savoir qu'effectivement, ce jour-là, j'étais à telle heure, à tel endroit. J'étais toute seule, j'aurais pu être avec quelqu'un, et ma vie privée alors. Bon, donc, il y avait beaucoup qui ne voulaient pas voter pour cela. Ceci dit, même pas 2 minutes après, il y avait les gendarmes qui arrivaient, me disant, mais vous n'êtes pas blessé, ça va. Voilà. Donc le e-call est voté, et il sera en place à partir du 1er janvier 2016 sur toutes les voitures, et pas seulement les grandes voitures, y compris les petites voitures, car aussi bien PSA, Renault, enfin tous ceux qui vendent des voitures en Europe, je cite les Français, mais je peux citer les autres, se sont engagés à le mettre sans augmenter leurs frais, leur prix d'achat, puisque c'est un système qui coûte en fait entre 75 et 130 €. Donc ils peuvent l'absorber. Alors, j'ai travaillé aussi beaucoup sur les contrefaçons. Et ça, vous savez que les contrefaçons, c'est fondamental. Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine au Havre, je crois. Cette grosse prise de contrefaçon sur la contrefaçon de médicaments. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était médicaments. Et je vous assure que il y a un vrai danger. Et il y a un vrai danger. Et surtout, dites-le aux jeunes qui ne sont pas forcément toujours au courant, n'achetez jamais les médicaments sur Internet. Déjà. Et faites attention où vous achetez vos médicaments quand il n'y a pas de boîte avec tout ce qui est... C'est dramatique ce qui peut se passer. Parce que ça arrive de Chine ou d'ailleurs, ça transite par l'Europe et après, malheureusement, ça s'en va aussi dans les pays où les malades n'ont pas les moyens parfois de se soigner. Et en Afrique et en Inde, il y a déjà d'énormes difficultés. Il ne faut pas oublier ça. Alors, je vais être assez bref, je vois l'heure qui tourne. Sur mon gros dossier quand même, puisque j'ai été rapporteur j'ai travaillé depuis 2007 sur ce dossier. Je m'en souviens vraiment. Le 20 octobre 2007 au Parlement européen, j'avais lancé l'idée, saugrenue pour certains, que
pour faire un autre outil de citoyenneté européenne que l'euro, que la carte de sécurité sociale, on pourrait peut-être faire une carte de travail européenne qui permettrait à tout le monde d'aller s'enrichir, de pouvoir travailler 1 an, 2 ans, de revenir dans son pays, d'avoir une possibilité de rentrer tout cela dans son cursus professionnel, d'apprendre d'autres technologies, de travailler avec d'autres professions et finalement de s'enrichir dans sa vie professionnelle. Et donc j'avais lancé l'idée d'une carte professionnelle européenne. Ce soir-là, la réaction a été absolument épouvantable pour moi, car on m'a regardé comme si j'étais tombée de la lune, comme si je rêvais complètement, et on m'a dit, mais c'est impossible à faire, c'est impossible à faire. Eh bien, début janvier, avec Martin Schulz, avec la présidence de l'Union européenne, nous avons enfin signé cette directive avec la carte professionnelle européenne pour l'ensemble des citoyens européens et notamment pour les jeunes, par exemple les jeunes espagnols qui sont au chômage, les grecs, mais d'autres aussi, les anglais qui veulent venir aussi travailler chez nous, les français qui veulent aller travailler en Angleterre, faire une expérience, revenir avec tous leurs dossiers, des dossiers très simples à constituer, très simples. Aucun coût financier, tout sera géré par Internet et par les circuits ou préfectoraux ou régionaux ou universitaires, et vous aurez une reconnaissance parfaite de vos qualifications professionnelles. Pour cela, il fallait quand même, et c'est vrai que c'était difficile, et quand j'ai eu cette idée, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ce serait difficile, il fallait faire une harmonisation des qualifications. Donc créer ce que j'ai appelé des cadres communs de formation, qu'elles soient générales, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient professionnelles. Et là, ça a été le début d'une longue galère. D'une longue galère, parce que rencontrer les ministres de l'Éducation pour leur dire, bah, écoutez, allez travailler avec les Allemands, avec les Anglais, revoyez, il y a déjà tout de même le processus de Bologne qui est bien avancé au niveau universitaire, mais au niveau des professionnels et notamment des apprentis, c'était beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu faire travailler les 28 pays ensemble, tout le monde, sur ces cadres communs de formation, et là je peux vous dire que là l'Europe, elle a vécu vraiment dans sa chair, parce que tous ceux qui m'ont aidé le plus, ce sont les professionnels. Ils ont dit banco, on y va, on en a besoin pour la croissance, on en a besoin pour la compétitivité, on en a besoin pour notre mobilité, qui ne soit pas une mobilité qui ne soit pas sécurisée. On n'ose pas aller travailler dans un autre pays parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir revenir avec les mêmes avantages et que notre expérience soit prise en charge, etc., dans notre cursus, y compris pour la retraite. Et ils m'ont tous suivi. Et j'ai trouvé ça fabuleux, parce que c'est eux, et c'est là qu'on se rend compte que le parlementaire n'a pas l'initiative parlementaire, n'a pas le droit d'initiative parlementaire. Mais il existe aussi le droit d'initiative citoyenne. Et là, on a un peu contourné, parce que quand j'ai lancé cette idée-là, la commission était là, la commission n'a rien dit. Et, je dois le dire, mon commissaire, c'est Barnier. Bon, Barnier, il n'est pas du tout du même parti que moi, hein. Et nous avons travaillé vraiment main dans la main, et il a tout de suite saisi l'opportunité, et il m'a dit, banco, on va écrire ce texte, et on va l'écrire, y compris s'il y a des chefs d'État et des ministres qui ne sont pas d'accord. Il a fait ce texte, on a un peu contourné, c'était une initiative parlementaire, ils ont joué le jeu, et on a travaillé complètement différemment. Là aussi, je pense qu'au niveau de la démocratie et du changement des institutions, on n'a rien à inventer de difficile et de compliqué et de coûteux. Quand j'ai travaillé avec la commission, quand le texte a été sorti, je leur ai dit, écoutez, on va quand même pas travailler comme on travaille d'habitude, il faut qu'on se voit tous les jours, il faut qu'on travaille tous les jours, on prend le téléphone, et là, oh là là, on m'a dit, mais madame, on n'a jamais travaillé comme ça, le téléphone. Je dis, il y a un téléphone, on se répond, on se donne rendez-vous, il y a des SMS, il faut bien s'en servir de nos téléphones. On perd 3 semaines, une lettre qui part du Parlement qui arrive à la Commission, 3 semaines, la réponse de la Commission, on avait un attente fou. Et c'est vrai que ce texte-là, on n'aurait jamais pu le faire avant 2020, si on avait suivi les
les circuits administratifs habituels. Là, il y a une volonté politique et je pense qu'on peut faire bouger les choses dans la simplicité. On a travaillé très bien. Et les services de la Commission européenne. Arrêtons, moi aussi j'avais cette idée-là dans la tête, la Commission européenne c'est le diable. Là encore, quand on met les bonnes personnes aux bons endroits, avec une volonté politique identique européenne, on arrive à faire bouger les choses, tout simplement. C'est vrai que Barnier était bien à sa place, Ashton ne l'était pas. Voilà. Et je crois que ça, c'est la responsabilité de nos gouvernements respectifs des 28 pays, de savoir qui, à telle place, va être le meilleur, non seulement pour son pays, mais pour faire avancer l'Union européenne et pour faire que les citoyens européens, au bout du compte, aient envie de voter pour leurs représentants. Parce que là, on a eu 60% d'abstention en 2009. Je crains qu'on ait beaucoup plus que cela d'abstention au mois de mai, hélas, parce que ça va favoriser effectivement les partis extrêmes dont je vous ai parlé, l'extrême droite notamment, qu'on sent monter au niveau du Parlement. Quand on regarde toutes les élections nationales qui se sont passées, la Hongrie dernièrement encore, on le sait. On a vu M. Orban au Parlement européen. Peu de gouvernants sont sifflés au niveau du Parlement. On est très respectueux. Lui, il a été sifflé tout de même. Moi, je suis sortie, je ne pouvais plus supporter. Et ce que je dis, ce que je vais vous dire, parce que je vais arrêter, parce que sinon je suis intarissable, il faut qu'on discute, ce que je dis beaucoup aux jeunes que je rencontre, parce que j'en rencontre beaucoup, et contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes, pourvu qu'on leur explique, qu'on les éduque à l'Union européenne, ils sont très européens. Et ça rassure. Et bien, à chaque fois, je leur dis, la semaine dernière, j'ai rencontré des étudiants à l'hôtel Fumé, qui m'ont posé une question sur le populisme et sur l'extrême droite. Et une question un peu étrange. Je sentais que finalement, ils se disaient, pourquoi pas? Alors qu'ils venaient de me dire qu'ils étaient très sensibles à la culture de la paix, de la démocratie, de la liberté. Je leur ai dit, vous savez, et je vais conclure là-dessus, je me souviendrai d'un temps très fort au Parlement européen, celui où Václav Havel, prix Nobel de la paix, est venu nous faire un magnifique discours sur l'Europe. Il a terminé cette phrase, elle est ancrée dans ma mémoire pour le coup. Les peuples qui n'ont pas la mémoire de leur histoire sont appelés à la revivre. Et j'ai dit aux jeunes, le danger de ces partis populistes, c'est que précisément, ils souhaitent que vous oubliez la mémoire de votre histoire.